La population, c'est un ensemble d'individus. Quand on parle d'individus, on fait allusion à quelqu'un qui existe physiquement. L'homme y compris, la nature y compris, ce qu'on appelle faune et flore, l'espace, la nature, tout permet à l'homme d'exister, donc peut être considéré comme individu. Mais l'individu par excellence, c'est l'homme. Parce que c'est lui qui doit déterminer son milieu, afin que le milieu puisse s'adapter à sa manière d'être. Ces ensembles d'individus sont indispensables à l'existence de l'État. C'est pourquoi on l'appelle un ensemble d'individus. Ça veut dire qu'il y a une classification de ces individus qui composent la société, car il y a des individus qui sont directement rattachés à l'État, mais qui n'y vivent pas. Il y en a qui ne sont pas directement rattachés à l'État et qui y vivent. Donc, on s'est posé la question, donc, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle des gens qui sont rattachés par l'État d'un lien politique ou juridique, ce que j'ai appelé le lien de nationalité, qui ont des cartes d'identité, qui peuvent se prévaloir d'être des Sénégalais, qui vivent au Sénégal ou qui vivent en dehors du Sénégal, sont des Sénégalais. Vous avez compris? Ici ou ailleurs, ce sont des Sénégalais. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect politique et un aspect juridique qui les lie. C'est la nation sénégalaise politique et le lien de nationalité juridique. Donc, nous distinguons les nationaux qui peuvent être à l'intérieur ou en dehors, mais liés à l'État. Et ceux qui ne sont pas liés à l'État et qui sont directement rattachés à d'autres États, mais qui vivent dans un État. Ce qu'on appelle des étrangers ou des non-nationaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre l'État d'accueil. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être des sans-papiers, des réfugiés, des apatrides, des sans-papiers. Mais parmi ces étrangers, il y a des étrangers qui ont un statut particulier, que moi j'appelle des étrangers extraordinaires, qui ont un caractère qui dépasse même le statut des nationaux, parce qu'ils ont des privilèges. C'est ça qu'on appelle les diplomates. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'immunité diplomatique. On ne peut pas les emprisonner pour des détails. Parce que leur rôle pour l'État est très, très grand. En dehors de la population, ou bien même, j'ai oublié, je parle de la nation d'abord, parce que j'ai évoqué tout à l'heure l'aspect politique de l'État. Quand on parle de l'aspect politique de l'État, la nation fait partie des réalités politiques de l'État. C'est-à-dire que, pourquoi il a fallu mettre en place l'idée d'une nation? Parce qu'en France, il y avait trop de désordre, trop de méfiance. Ils ne s'acceptaient pas, donc ils devenaient vulnérables. D'où l'adage d'un célèbre auteur qui disait que la France n'a jamais été aussi libre que sous la domination allemande. Pour dire que la domination allemande a permis aux Français de réaliser qu'ils doivent être solidaires, unis. Ce qu'on appelle le volontarisme que Montesquieu, que Jean-Jacques Rousseau a évoqué quand il parlait de contrat social, de ce que Ernest Renan a dit avec le document que je vous ai donné, n'est-ce pas, qui porte sur l'aspect subjectif de la nation, afin que l'État, en tant que tel, puisse être un, unique, ce qu'on dit, un et indivisible. Former une république, ça veut dire qu'on combine l'ensemble des citoyens pour ne former qu'un État. Ça, c'est politique. Mais pour que ça soit valable, il faut leur donner des moyens d'identification. Des moyens d'identification. Ce sont ces moyens d'identification qu'est-ce qu'ils ont permis? Ils ont permis de dire que ça, c'est un Sénégalais. C'est ça qu'on appelle l'aspect juridique, si vous voulez, de la nation. Donc la nation maintenant a deux caractères. Il peut être juridique, il peut être politique. Mais la population a un caractère sociologique, hétérogène. La nation a un caractère homogène. Parce qu'il rend politiquement homogène les individus qui composent la population. Alors que la population est hétérogène parce qu'elle est composée de plusieurs types d'individus étrangers, nationaux, apatrides, diplomates, réfugiés, etc., etc. Jusque-là, ça va. Ensuite, le territoire.
Le territoire qui est l'espace où résident ces ensembles d'individus. Donc, sans espace, il y a un problème. Pour éviter les problèmes, il faut un espace, mais pas n'importe quel espace. Il faut un espace pour y vivre, qu'il faut bien délimiter, afin qu'il n'y ait pas empiètement sur d'autres espaces. Pour qu'il y ait la paix, c'est dans ce cas qu'on dit que donc, l'espace, qui est un élément déterminant, là où résident ces individus, qu'est-ce que ça doit faire? Ces ensembles d'individus résident dans un espace bien déterminé, ça veut dire que bien délimité. La délimitation peut se faire par la nature, la délimitation peut se faire par les personnes, artificielles par les personnes, par convention, par accord. Les frontières ont été segmentées, fragmentées, ce qu'on appelait la balkanisation, avec la séparation des frontières, sous forme de fils de fer barbelés, sous forme de murs, sous forme de tout ce que vous pouvez imaginer, mais c'est un fait de l'homme. Ou bien, on n'y peut absolument rien, parce que la mer a séparé le Sénégal de la Gambie. On ne peut absolument rien. On dit qu'il y a une séparation naturelle. La délimitation naturelle peut se faire aussi bien qu'artificielle, peut se faire sur terre, sur les airs, ou bien dans l'air, aussi bien, mais aussi sur terre et dans la mer. Dans la mer, vous savez que c'est compliqué. Donc, on laisse une délimitation naturelle. On a parlé du Zé, on a parlé du plateau continental, on a parlé de beaucoup de délimitations du point de vue de la mer. Si vous regardez le support, vous allez le voir. Du point de vue de la terre, on a parlé de délimitation artificielle et de délimitation naturelle. Là où il y a des fils de fer barbelés, découpage, et là où il y a les montagnes, les forêts et la mer sont des délimitations artificielles. Quand il s'agit de l'air, je vous ai dit que l'air, n'est-ce pas, on ne peut pas faire des frontières. Qu'est-ce qu'il faut? On a signé des accords, l'accord de Helsinki, où on parle de principe de ciel ouvert et de principe de ciel fermé. Là où il y a des conflits, les États doivent prendre leurs précautions à fermer leur territoire, leurs frontières aériennes. Mais en espace de paix, il est obligatoire, il est nécessaire que l'État laisse les avions survoler parce que c'est nécessaire. On est en période de mondialisation. Mais en temps de guerre maintenant, il est obligatoire de se protéger et de fermer ses frontières. Fermer veut dire que avant d'y entrer, vous devez toquer. Vous ne devez pas venir brusquement. Si vous venez brusquement, sans aval, on peut vous abattre. C'est le cas des États-Unis d'Amérique, toujours avec l'Iran. C'est le cas aussi des États-Unis avec l'URSS, la Russie. C'est le cas aussi de la Chine et les États-Unis d'Amérique, qui récemment, les Américains ont abattu des drones. Ils ont dit que c'était des drones chinois qui espionnaient. Donc, c'est seulement dans ces cas que l'État peut fermer ses frontières et en temps de guerre. Et n'oubliez pas, quand on vous a parlé de la méfiance réciproque est toujours là, entre les États. Ça, c'est ce qui concernait le territoire. Maintenant, on revient sur le pouvoir politique, qui est l'autre aspect. Il renvoie à